Bonjour à tous, très très heureux de co-animer. Alors je vais partager mon écran, hop, c'est mieux. Je vous dis très heureux de co-animer avec PA le dernier event de cette année 2022 et du coup je vais vous faire comme d'habitude une petite présentation. Je pense que vous commencez à connaître un peu, mais pour les nouveaux qui viennent d'arriver ou qu'en fait ils n'ont pas assisté à des events Friends and Figma, j'ai mis le lien de Figma dans le chat. On est Friends and Figma. Alors, on n'est pas Figma. On n'est pas vraiment Figma, mais en fait, on est autonome. On va dire, on choisit vraiment nos propres sujets. Mais ça nous arrive que Figma nous aide. Quand je dis Figma, c'est Figma Paris nous aide, nous donne un coup de main, notamment sur les locaux, etc. Sur les locaux, les goodies, et aussi sur les préparations des events avec Adrien et Alexia qui vient de nous rejoindre, Figma Paris aussi. C'est quoi Friends and Figma? Paris, c'est la communauté en fait qui entoure un peu les fans de Figma sur Paris, qu'on fait des events quasiment tous les mois, en virtuel, en présentiel et ou en hybride, sur des sujets du design d'une manière directe ou indirecte, et qu'en fait, Friends and Figma d'une manière générale, c'est vraiment une communauté qui est en fait autour d'une ville et qui s'occupe en fait d'un domaine d'intérêt du design, parfois du design ops. Tu as aussi pas mal de les hybrides entre la partie design et dev. Aujourd'hui, on est trois. Moi, je m'appelle Hugo, je suis Figma Community Advocate côté Paris, mais je suis aussi Design Ops chez Canal+. Il y a Pierre-Antoine qui est avec nous aujourd'hui, qui est Product Designer Manager, c'est Sewan. Et il y a Hugo qui malheureusement ne peut pas joindre avec nous aujourd'hui, qui est Lead Product Designer en freelance. Avant d'attaquer notre event d'aujourd'hui, je vous rappelle qu'en fait, on va organiser des workshops sur des plugins et widgets suite à notre event de la semaine dernière, pardon. Et du coup, en fait, on va organiser des workshops pour la création des plugins et widgets Figma. Donc, du coup, si ça vous intéresse de créer un plugin, un widget, n'hésitez pas soit à scanner ce QR code, soit en fait vous inscrire directement via le form. Attention, on va clôturer en fait les inscriptions la première semaine de janvier. Je vous rappelle que cette session est enregistrée, donc vous pouvez trouver ce vendredi en fait le replay sur friendsandfigma.com, friends.figma.com/Paris, ou sinon sur notre chaîne YouTube Friends and Figma Paris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions juste au-dessous de ces slides-là dans le board questions-réponses. N'hésitez pas à discuter entre vous dans le chat de Bévi, et je compte sur vous pour être gentil, pour être plutôt bienveillant. Et n'hésitez pas en fait à consulter notre code de conduite sur figma.com/code of conduite. Je suis heureux aujourd'hui de partager cette séance ou cet event avec Source, qui va nous parler un peu sur le design ops en agence, et surtout avec leur magnifique starter kit qu'ils ont mis en fait en ligne sur Community, et qui a eu d'ailleurs pas mal de succès au niveau de téléchargement. Donc j'aurai le plaisir de partager en fait cet event avec Olivier, qui est directeur général et les designers à Source, et Benjamin qui est product designer. Je vous laisse la main, je vais arrêter le partage et c'est à vous. Hop. Bonjour à tous, on est ravis de participer à ce talk aujourd'hui. Benjamin va partager son écran. Voilà. Donc, on va vous parler aujourd'hui de Design Ops, en effet, avec une particularité qui est liée à notre business d'agence. Parce que le Design Ops, c'est du custom, hein, c'est pas une façon de faire, c'est une démarche plus qu'un package, disons. Donc, qu'est-ce qu'on entend, nous, par Design Ops? Juste pour être clair, c'est bien une démarche qui consiste à optimiser nos outils, nos process, notre documentation, notre common language, comme on le dit en anglais, qui vise
à faire quoi? À être plus efficient, à standardiser nos méthodes, à industrialiser un certain nombre de choses qu'on estime être à faible valeur ajoutée, notamment. Pourquoi? Pour viser une meilleure qualité et une meilleure scalabilité de nos savoir-faire, en faisant en sorte que tout le monde fonctionne de la même manière chez nous. Donc, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est une partie disons que c'est un élément de notre démarche, c'est un outil. Le Starter Kit dont vient de parler Hugo, c'est la démo va tourner autour de ça. Mais sachez par exemple que dans le cadre de cette démarche, les slides que vous voyez là sont aussi construites avec un toolkit qu'on a créé et qui nous permet de construire des slides beaucoup plus rapidement avec un style homogène qui correspond au design language de source. Donc voilà, on a un tas de toolkits comme ça, mais on a rendu public le Starter Kit pour créer de l'UI plus rapidement. Donc en quelques mots simplement, Source, une agence spécialisée dans l'UX, on est basé à Montreuil, on est une trentaine, une majorité de designers, mais aussi des développeurs. Source a été fondée par des designers et est toujours dirigée par des designers. C'est très important pour nous d'être à la fois, de rester opérationnel, même dans les strates de management. On n'a pas de domaine de prédilection, donc Source intervient autant pour des grands groupes comme BNP Paribas, Dassault Systèmes, que des startups. On a accompagné par exemple Frishti ou le groupe Big Mama avec Napoli Gang. On a vraiment une méthode fondamentalement qui est identique pour accompagner ces groupes. Ce qui varie, c'est la pédagogie, c'est le niveau d'accompagnement, le niveau de pédagogie des livrables pour que, en fonction de nos interlocuteurs et de leur niveau de maturité sur ce qu'on fait, soient en mesure de prendre en main ce qu'on leur livre, ce qu'ils achètent chez nous, en toute connaissance de cause, soit en capacité de les opérer, de les maintenir et de les défendre en interne. Et les moments où on peut intervenir dans une organisation, c'est soit pour le 0 to 1, pour le dire sommairement, c'est-à-dire il n'y a rien, il faut créer une première vision, ou alors refondre quelque chose dont on repart un peu de zéro, construire une meilleure expérience utilisateur de manière générale, ou alors le 1 to 100, et c'est là où les méthodes Ops rentrent dans une dimension intéressante pour la diffuser au sein d'un groupe, au sein d'une organisation, et c'est là où c'est du sur-mesure d'ailleurs, puisque les outils, les méthodes, la documentation, encore une fois, varient énormément en fonction du niveau de maturité de l'organisation, de la culture design qui existe ou pas à l'intérieur de ce groupe, et des gens qui l'opèrent en interne. Donc c'est là où on peut aussi accompagner, notamment ce qu'on fait avec BNP Paribas en ce moment, une organisation de cette taille-là à rentrer dans une démarche Ops et avoir quelque chose une démarche cohérente sur son design language. Donc les particularités du design Ops en agence, ou en tout cas chez Source, mais on essaie de rendre notre démarche générique, d'où notre démarche open source. Benjamin, si tu veux bien passer, voilà. Donc ce qui est compliqué en agence, les challenges qu'on rencontre, par nature, on a affaire à des clients et des contextes qui varient d'un projet à l'autre énormément. Donc standardiser, réutiliser, ça paraît assez antinomique avec un business qui consiste à faire du sur-mesure à chaque fois. On a généralement des plannings et des deadlines qui sont serrés. On a des budgets au temps homme qui sont normalement on enchaîne, disons, on n'a pas beaucoup de temps mort qui nous permettent de prendre du recul, optimiser nos processus et voir comment on pourrait avoir des briques qu'on peut réutiliser d'un projet à l'autre. Donc ce temps-là, il n'est pas naturellement présent, il faut investir en fait. Ce temps, il faut le considérer comme un investissement et c'est ce qu'on fait. Et comme il y a des projets qui démarrent toutes les semaines, avec généralement des premières phases relativement similaires, des phases d'initialisation, nous, on estime être à faible valeur ajoutée et qui sont très répétitives. Voilà un peu les challenges de base, et ce n'est pas les seuls, mais qui ont commencé à nous faire nous diriger vers cette démarche d'automatisation, de standardisation. Par ailleurs, Source, on est organisé en remote first depuis 1 an et demi à peu près. Donc, c'est-à-dire que les gens sont majoritairement chez eux. Ça pose évidemment des challenges en termes de collaboration et de transmission de nos savoir-faire. Donc, la standardisation, la documentation et les canaux de communication qu'on peut mettre en œuvre pour que le savoir-faire passe de façon plus fluide contribue à ce que Source puisse scaler sans déperdition de qualité. Quelque chose qui est sous-jacent, qui est évident pour nous experts, mais qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'une démarche, disons, de standardisation de livrables UI doit partir d'une logique de développement, de code.
Évidemment que nos livrables UI passent ensuite entre les mains de développeurs qui s'attendent à un certain formalisme, qui eux ont des contraintes qui sont fermes. Et pour que les choses se passent bien dans la transmission, c'est plutôt aux designers de s'adapter, hein, c'est ce qu'on constate. On a mis longtemps avant de revenir à ces paradigmes un peu fondamentaux. Et donc, on va parler aujourd'hui beaucoup de design tokens. Ben, si on vulgarise un peu les choses, hein, design tokens, c'est des variables CSS. Et tout ce qu'on peut rendre sous la forme de composants, de variantes, c'est aussi pour coller à des logiques de développement. Donc ça part aussi d'une meilleure maîtrise de notre passation aux développeurs pour que les choses soient plus prédictibles, plus cohérentes au formalisme attendu par les développeurs. Et puis passer plus de temps sur des tâches à forte valeur ajoutée plutôt que faible valeur ajoutée, je l'ai déjà dit. Il y a quand même un momentum, parce que là, on se redirige, là on se recentre sur la partie production UI. Il y a un momentum un peu précis à trouver quand on peut commencer à industrialiser les choses. On ne peut pas le faire dès le début. Et vous verrez la nuance entre notre kit versus d'autres librairies de composants qu'on peut trouver sur la community. Le nôtre est beaucoup moins exhaustif en termes de composants parce que ce n'est pas du clé en main, ce n'est pas du WYSIWYG. On n'est pas là pour distribuer un kit pour construire une interface qu'avec du drag and drop et des composants existants. Nous, on est des experts, on doit garder cette dimension, cette expertise et cette capacité à faire du sur-mesure, mais et donc ça veut dire que quand on arrive dans une phase où on a suffisamment exploré, compris fondamentalement quelles étaient les spécificités de ce projet, de ce produit, qu'on a stabilisé un certain nombre d'écrans clés ou de composants clés, ok, là on peut se baquer un peu, commencer à industrialiser les choses, initialiser notre kit, rendre les choses beaucoup plus factorisées pour déjà pouvoir rapidement rentrer encore une fois dans une logique de dev. Hein. Les front-end dev arrivent assez tôt dans la phase de delivery, en superposition avec la fin des phases de production de UI, et aussi pour se prémunir de tout changement qui pourrait intervenir alors qu'on a commencé à décliner un tas d'écrans. Voilà, plus on a implémenté nos styles correctement tôt, plus facile ce sera d'impacter des changements tard dans le process. Alors tout ça, c'est bien beau, mais du coup, comment ça se passe chez nous aujourd'hui? Eh bien, ça se passe via notamment le Source Starter Kit, donc qui est un espèce de starter kit, pas un UI kit, pas un design system, un truc un peu entre les deux, qui permet à nos designers d'initialiser leur projet et d'industrialiser leur projet très rapidement. Ce starter kit, il a été construit selon 3 grands axes. Le fait qu'il soit premièrement accessible, deuxièmement agnostique et troisièmement non exhaustif. Accessible parce que, évidemment, on veut qu'il soit utilisable par l'intégralité de nos équipes. Quel que soit leur niveau, quelle que soit leur seniorité, des juniors, des seniors, des gens avec 12 ans d'expérience et des stagiaires qui arrivent avec 6 mois d'expérience. Parce qu'évidemment, c'est comme ça qu'on standardise. Il faut que tout le monde l'utilise. Pour ça, on a un certain nombre à l'intérieur du Starter Kit de tutoriels, de vidéos démos et d'explications qui permettent d'appréhender le kit, de le prendre en main et de finir par l'utiliser et de le masterer le plus vite possible. Deuxièmement, il faut qu'il soit agnostique, puisque Olivier l'a dit, on a un grand nombre de projets différents avec des typologies différentes. Ça peut aller de 50 écrans à un site vitrine de 3 écrans. Et il faut que le Starter Kit puisse répondre aux besoins de ces 2 projets qui sont très différents. Donc pour ça, on se détache le plus possible de Figma et on se replace dans des standards de développement, que ce soit au niveau de la gestion des couleurs, des sizing, des structures de composants. On va essayer d'être le plus éloigné de Figma possible et de ne pas correspondre à des contraintes de software. Et enfin, non exhaustif. Vous avez sûrement déjà téléchargé des kits dans la community Figma et récupéré une douzaine de composants très complets, mais très difficiles à adapter à votre projet. Nous, ce n'est pas ce qu'on a voulu faire. Le Starter Kit n'offre que des composants très basiques. Vous allez retrouver des boutons et des labels. Grosso modo, c'est à peu près tout. Ça va donner aux designers une base solide, des fondations solides sur lesquelles construire. Donc, on leur donne que les atomes qu'ils vont personnaliser, qu'ils vont mettre à l'image de leur projet. Et ensuite, avec ces atomes-là, cette base-là, ils vont pouvoir construire un UI kit complet en rajoutant leurs composants en fonction de leurs besoins. Tout le monde garde son expertise comme ça. Et puis, on a quand même ce fil un petit peu premium d'une UI qui est faite sur mesure
et pas d'une UI qui a été drag and droppée à partir d'un kit et qui se ressemble de projet en projet. Donc voilà, au niveau des valeurs, entre guillemets, des valeurs de Starter Kit, tout ça a été fait comme ça. On va vous montrer avec 2 cas d'usage particuliers, ce que ça donne en in situ. Donc, petit moment de démo. Première démo, la petite flèche sur la slide des plannings tout à l'heure, l'initialisation du Starter Kit au moment où on va vouloir industrialiser les choses. Donc on a fait le discover, on a fait le define. Maintenant, on va vouloir industrialiser nos écrans. On a 1 ou 2 ou 3 écrans qui sont finalisés, qui sont validés. On a une bonne idée de la DA, de ce que ça peut donner. On va vouloir donc mettre en place les guidelines, la style guide et les composants pour scaler et s'occuper des variations UI. Donc, si je vous montre rapidos ce que ça donne, tac, on va se retrouver sur un fichier Figma. Je vais cacher les petits tokens. Donc, dans l'idée, on se retrouve sur le Starter Kit et un collègue designer m'a donné ces 2 écrans qui sont bien finalisés, qui sont bien propres, bien organisés. On va vouloir donc setup le Starter Kit pour coller à cette DA-là. Première chose à faire, c'est analyser un petit peu ce qui se passe. Donc, on est sur un site B2C. On sait qu'on va peut-être avoir des tailles un petit peu plus grosses que sur un dashboard, par exemple. On sait qu'on va avoir beaucoup d'images, du visuel, etc. On est en dark mode, donc il va falloir une color scale en dark mode, etc., etc. Donc, première phase d'analyse. On va la passer ici parce que je veux pas, ça prendrait un peu trop de temps. Moi, ce que j'ai fait pour chacune des étapes, c'est que j'ai extrait à côté, en fait, toutes les variables qu'on va devoir setup. Donc, on s'occupe en général en premier de la type scale ou de la color scale. Les 2 sont interchangeables. Ça va être les 2 prérequis pour s'occuper des composants. Donc, tac, j'ai extrait de mes maquettes à gauche tous les styles de fonte qu'on a. Et on va regarder ce que ça donne. Donc, j'ai du 12 pixels médium, du 14 et du 16. Relativement classique pour une interface. 12, 14, 16, c'est assez commun. Et ensuite, ici, 4 niveaux de titres différents en 20 pixels, en 24, en 32 et en 38. Voilà. Je sais que j'ai ça à setup. Je pourrais très bien le faire ici en mettant à jour les styles de fond qui sont donnés par défaut par le Starter Kit, mais ce serait dommage de se limiter à ça. Donc, je vous propose qu'on ouvre le plugin de Figma Tokens. Comment sont organisées les fontes au niveau du Starter Kit? Donc, vous voyez ici qu'on a, dans les typographies, des styles de fonte qui sont en fait des sommes de tokens. Donc, vous allez retrouver le token fontfamily.heading, qui est défini pour l'instant sur inter, le font weight.bold, qui est défini sur bold pour l'instant, etc., etc. Si on regarde comment fonctionne déjà la font family ici, tac, j'ai 2 types de font family, un pour le body, un pour le heading, qui sont sur inter. On va aller mettre à jour ici, tout simplement, avec la fonte de mes maquettes. Donc, c'est Hibo pour moi. Tac. Je le fais pour le heading et je le fais pour le body. Et tout de suite, on voit que mes tokens ont été mis à jour là-haut. Les fonts de famille sont terminés. C'est fantastique. Ça a été rapide. Tac. On va aller s'occuper maintenant des font size. Les font size sont définis dans les tokens Figma selon les règles des ratios, des major third. Est-ce que vous avez déjà dû croiser ce genre de choses? Grosso modo, on va définir une taille de base, qui ici est le 0,4-base, et on va appliquer des scalings différents en fonction du look qu'on veut. Ici, sur du 14-16, on est sur un ratio classique en major third, ça veut dire qu'en grosso modo, on va multiplier par 250 entre chaque fonte. Rappelez-vous, sur nos maquettes de base, on était bien sur du 14 pixels, qui est le texte par défaut. Donc ma base est à 14. Je vais vérifier ce qui se passe autour. Mon 0,3 est à 12, on en avait besoin, ça tombe bien. Mon 0,5 est à 16, on en avait besoin également. Au niveau des font size, on est bon pour les body. Maintenant, au niveau des titres, on va s'apercevoir qu'on a des petits problèmes. Tac, si je regarde ici mon H5, il est à 18 et pas avant. Donc on va devoir l'éditer à la main. Donc je vais aller ici, Edit Token, et je vais enlever la formule de scaling et remplacer par une formule Endure, tout simplement. Pour mon H4, je suis à 24. Ici, on est à 21, même chose, on va mettre à jour.
tac, etc., etc., jusqu'à arriver au bon endroit. Tac, alors je vais le faire rapidement. 32 ici et 38 pour le H2. Voilà. Et on voit au fur et à mesure qu'on fait ça que tout est en train de se mettre à jour globalement. Une fois qu'on a terminé, les font size et voilà mon Figma, c'était sûr que ça allait arriver, non c'est bon. Une fois qu'on a terminé ces font size, on va pouvoir donc pusher dans la style guide de Figma cette fois-ci, les modifications. Donc je vais ici ouvrir mon petit plugin et m'assurer qu'il y a bien l'update de styles qui est coché. Tac, tout simplement. Styles, create styles. Tac, et je vais créer seulement le texte pour le moment. Voilà. Et normalement, si j'ai bien fait mon travail, mes fontes devraient se mettre à jour. Et c'est pas le cas, c'est fantastique. Petit effet démo. Tac, alors une petite seconde, sinon j'importerai les tokens, c'est pas très grave. Voilà. Mes fontes se sont bien mis à jour et vous voyez qu'en fait, en quelques clics, au final, on arrive à la timescale finale dont vous allez avoir besoin, sans passer par, ce truc un petit peu pénible de je clique, je mets à jour, je valide, et cetera. On est bon pour la timescale, elle est validée, elle est au bon endroit. Je vais pouvoir passer maintenant, tac, à mes couleurs. Alors, mes couleurs, je vais fermer ça. Je suis désolé, c'est un peu lent évidemment. Tac. Les couleurs dans le starter kit se présentent sous la forme d'une matrice comme ceci. Et vous voyez qu'on utilise en fait des couleurs contextuelles, plutôt que des couleurs par des couleurs 100, 900, 100, 200, 300, 400, et cetera. On a un peu laissé ça de côté et on est passé sur des couleurs contextuelles. Donc vous allez avoir par exemple pour votre couleur primaire, une couleur de surface en over, en pressed, une couleur de texte, une couleur inversée, et cetera. La raison pour laquelle on a fait ça, elle est double. La première, c'est que au moment de la passation entre designers, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, on a besoin que ce soit le plus clair possible. Si jamais vous êtes sur des scales de 100 à 900, c'est très difficile de savoir, pour un designer qui récupère le projet, quelle est la couleur utilisée pour du texte secondary, par exemple. Il y a un designer qui va utiliser du Gray 400, un autre qui va utiliser du Gray 500 et un autre du Gray 600 et du coup, vous allez vous perdre, en fait, dans la définition des couleurs. Avoir des couleurs contextuelles permet de comprendre en un coup d'œil à quoi elle sert. On sait que, la primary surface va être utilisée pour toutes les surfaces qui sont dans la couleur primaire et que sur ces surfaces-là, on aura toujours du texte invert quand on a du texte. C'est cette idée-là. Ça, c'est la première raison et la seconde raison, c'est que, c'est beaucoup plus scalable de cette manière d'ajouter une couleur. Ici, par exemple, j'aurais besoin, de dupliquer mon accent pour avoir pas un accent blue, mais un accent, rouge. Je duplique, je crée les tokens et ça se fait tout seul. Si jamais j'ai besoin d'une border focus, par exemple, pour ma couleur primaire, parce que j'ai un formulaire et que j'ai besoin d'avoir sur mes inputs, une couleur de border particulière. Tac, je duplique ma couleur, je l'appelle border focus et je la définis comme ça. Et ça, c'est scalable sur n'importe quelle couleur. Là où vous allez si vous utilisez des scales de 100 à 900, vous allez vous retrouver sur, une border en primary 500 par exemple et le primary 600 qui est déjà utilisé pour autre chose, vous ne pourrez pas avoir votre border focus. C'est un petit peu ça l'idée l'idée derrière ces couleurs contextuelles. Au niveau de la mise à jour, ça se passe tout simplement au même endroit. Donc tac, vous voyez ici qu'on est bien en dark mode. Le plugin tel qu'il est setup ce changement-là permet de faire des changements également entre dark et light mode. Je vais pas le démo aujourd'hui parce que les couleurs ne sont pas setup, mais concrètement, aujourd'hui, si vous voulez gérer un dark light mode dans Figma, c'est très compliqué. La meilleure manière, c'est de gérer 2 libs différentes. Via les tokens, vous pouvez le faire assez facilement. Petit aparté. Tac. Donc, on se place sur le dark mode et je vais vouloir aller mettre à jour ma couleur primaire. On revient sur nos maquettes. J'ai extrait de mes maquettes les couleurs principales. Donc ici, on a la couleur primaire. Vous voyez qu'on a les couleurs de background qui sont en fond ici. Ici, on a un background 0,1. Les couleurs d'accent qui sont dans les petits tags ici en rouge et en bleu. Et un certain nombre de couleurs de texte.
donc des couleurs de texte primary sur fond noir qui sont ici, couleurs de texte secondary sur fond noir qui sont ici. Et ici, on a la palette inversée avec le texte principal, texte primary et le texte secondary, ainsi que la couleur de fond. Je ne vais pas vous démo la mise à jour de toutes les couleurs parce que c'est un petit peu long à faire. Malgré les tokens, il faut quand même passer par un certain nombre d'étapes. Donc, je vais juste vous montrer comment nous, on fonctionne pour la couleur primaire. Je vais récupérer ma valeur ici. Petit clic droit. Tac. Et pardon. OK, on va y arriver. Je vais aller chercher ma primary surface et la mettre à jour. On aime bien faire, c'est en général utiliser le HSL et la bonne nouvelle, c'est que le token, le plugin pardon, le permet. Le HSL, il permet notamment facilement de faire des couleurs de hover et pressed en utilisant une logique de lighten. J'utilise du HSL. Ma surface hover, plutôt que d'aller chercher une couleur particulière, je vais juste dire que c'est ma couleur de base à laquelle je vais rajouter 3 de light, par exemple. Ça permet de générer des couleurs, contextuelles un petit peu plus rapidement et sans se poser la question de quel hexadécimal je mets. Notamment pour un profil un petit peu plus junior, ça permet aussi de comprendre comment fonctionnent les différents états et de se dire: «OK, c'est logique que sur mon bouton qui est, pardon, un bouton clair, tac, il est ici». Ah, il est cassé. Pourquoi il est cassé? Tac, excusez-moi. Aïe, 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 l'effet démo, double effet démo. Voilà, donc sur mon bouton qui est fond jaune à fond clair, noir sur fond jaune, pardon, quand on passe la souris dessus, on va vouloir l'éclaircir, pas l'assombrir. On veut augmenter le contraste du texte, pas le réduire. Donc là, on va éclaircir la couleur du prest. Voilà. Je vais passer sur toutes mes couleurs de cette manière-là et de la même manière que je l'ai fait pour les, couleurs, pour la type scale, je vais aller update ensuite, tac, mes couleurs de fonte. Vous voyez que la matrice s'est mise à jour automatiquement et on va pouvoir donc répliquer ce processus pour chacune des teintes qu'on a. Donc là, en l'occurrence, on aura une teinte primaire en mode inversé, primary light, 2 couleurs d'accent, rouge et bleu, et une scale de gris en principal, en inversé, tac, et le full, je vous montrerai juste après à quoi il sert, c'est pour les boutons. Donc je vais réimporter les tokens comme je l'ai fait, juste avant pour éviter qu'on me prenne 20 ans et demi. Parce que ça reste un petit peu long. Paf, paf, token couleur, voilà, très bien. Et je vais mettre à jour ma matrice. Voilà. Tac, magie, ça fonctionne très bien. Ça conclut le fonctionnement des couleurs. Donc à retenir là-dessus, grosso modo, couleur contextuelle assez important dans l'usage du starter kit. Et construction des couleurs en fonction de règles logiques de ajout de luminosité et retirage de luminosité, par exemple. Voilà. Une fois que notre type scale et que nos couleurs, donc à savoir que nos style guides sont préposés, on va pouvoir passer à l'update des composants. Juste avant ça, on a sur le starter kit un petit onglet samples ici, qui vous permet en fait de voir en temps réel avec les type scale, enfin la style guide pardon, que vous venez de créer, ce que ça peut donner globalement sur des interfaces réelles. Donc, vous allez pouvoir contrôler votre type scale, vous assurer qu'elle fonctionne bien en fonction de la typologie de votre projet. Donc, vous avez des écrans de dashboard, vous avez des écrans de landing page, du B2C, etc. Donc, type scale, color scale, et vous assurez que, grosso modo, vous êtes à peu près bien, que ça fonctionne et que le look and feel est bien respecté. Une fois que vous avez validé ces choses-là et fait vos quelques itérations potentiellement, on va pouvoir passer à l'update des composants. Donc, vous voyez qu'on a 4 familles de composants ici. Si je vais dessus, tac, donc rappelez-vous, on reste assez simple dans les composants sur les atomes. On ne va pas aller chercher des grosses molécules, on veut rester le plus clair possible. Donc, vous n'allez pas retrouver de composants complexes. On est sur des boutons, des boutons d'icônes, des inputs. Il y a quand même des choses un petit peu plus avancées, type des drop-down ou des date pickers qui sont très, très dans l'usage. C'est normal, normalement, tout site devrait, enfin, toute app va avoir besoin à un moment d'un drop-down. C'est pour ça qu'on l'a mis, dans le starter kit, surtout que c'est des composants qui sont un petit peu pénibles à créer, on va pas se mentir. Donc des drop-down, des form elements et ensuite des labels
des tags, etc. Des petits avatars, enfin voilà. On reste assez simple dans la liste des composants. On ne veut pas en faire trop. Vous voyez aussi que pour chacun des composants, on les décline en 3 tailles différentes. Une taille large, une taille default et une taille small. Si vous vous souvenez, au niveau des typographies notamment, on avait cette logique de large, medium, small également. En fait, tous les composants sont définis selon ces 3 tailles, au niveau donc de leur taille, de leur hauteur, au niveau du spacing qui les caractérise et au niveau des border radius. Voilà. À chaque taille de composant est associée une taille d'icône, large, medium et small. Donc le bouton large va utiliser l'icône large, medium, l'icône medium, etc. ainsi qu'une taille de fonte. En général, nos composants larges vont utiliser les body large, nos composants medium, les body medium, et les composants small, les body small. Ça permet 2 choses. La première, c'est d'avoir des tailles de composants qui sont homogènes entre eux. Donc typiquement, si jamais vous respectez cette logique-là, vos boutons et vos inputs feront toujours la même hauteur. Ça permet de les utiliser les uns à côté des autres notamment. Et ils seront toujours homogènes en termes de taille d'icône à l'intérieur, en termes de taille de texte, en termes d'espacement, etc., etc. Donc vous allez avoir par défaut en fait une homogénéité sur l'intégralité de votre kit. Si on regarde sur nos maquettes côté pâté, on va prendre l'exemple des boutons. On a 2 tailles de boutons. Donc je les ai extraits encore une fois des maquettes. Il y a le bouton medium, il est ici, et le bouton large, il y en a un ici, par exemple. On a donc un bouton à 48 pixels de hauteur et un bouton à 40 pixels de hauteur. Donc déjà, on va pouvoir venir ici, mettre à jour la hauteur de nos boutons. Ce que je vais faire, j'ai mis 40 pour le large, autant pour moi, excusez-moi. 48 et ici 40, on y est déjà. Ensuite, au niveau du spacing, on a 16 pixels à gauche et à droite pour le large et 16 pixels à gauche et à droite pour le medium. Donc je vais aller dans mon spacing, buttons, clic droit, edit, et on va mettre 16 pixels. Même chose pour le medium, également. Au niveau du gap, entre les 2 items, on a 4 pixels pour le medium et 4 pixels pour le large. Tac, on est bien à 4 pixels c'est bon. Sur le border radius, on est à 6 pixels pour le large et 6 pixels pour le medium. Donc je vais aller dans mon token de border radius, edit, 6 pixels et 6 pixels. Fantastique, ça marche très bien. Mon bouton est terminé. Voilà, ça a été aussi simple que ça. Je peux aller ici, on va apply sur la page et mettre à jour mon composant. Et vous voyez en direct que tous les boutons ont été adaptés. Il faut savoir que l'update des composants sur le starter kit, ça a été Est-ce qu'on n'aurait pas eu un petit crash? Yes, on a perdu Benjamin. Ça, c'est peut-être une petite surcharge liée au plugin dans Figma qui a fait crasher son... Il nous avait dit que ça pourrait arriver. Oui. Peut-être que je vais enchaîner dans ce cas sur la suite de la présentation. Alors, Hugo, je ne peux pas partager l'écran, si tu veux bien me donner le... Alors, ouais, moi non plus, parce qu'en fait, il est encore en partage. Tant qu'il est en partage, on ne peut pas le... Ah oui, ok. Toi, tu peux là, maintenant, je pense. Ouais. Oui, c'est bon. Je vais en profiter, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur FigJam. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le lien FigJam. Ouais. Ah, Benjamin est de retour. one two. Bonsoir à tous. J'avais pris la main sur le partage d'écran. Est-ce que on s'arrête là pour la démo ou est-ce que... Ouais,
On commence à être un petit peu long, donc bon, oui, arrêtons-nous là. Vous avez vu le global, grosso modo, des tab scale et des color scale et des composants avec les tokens. On pourra en reparler dans les questions si vous voulez et refaire 2-3 démos, éventuellement. Et vu le temps, je pense qu'on va passer sur la deuxième aussi, à mon avis. Oui, donc en gros, les deux use cases que Benjamin avait préparés, c'est le premier que vous avez vu, c'est initialiser, donc factoriser les styles, comme initialiser une phase de delivery, on va devoir décliner sur beaucoup d'écrans, donc utiliser des style guides bien organisés pour pouvoir le faire de manière efficiente. Le deuxième cas, mais qui est forcément du coup un bénéfice d'avoir organisé correctement ces styles en amont, c'est que comme ça nous arrive tout le temps, il peut y avoir soit des ajustements de branding qui arrivent tard dans la création des écrans, soit des ajustements, notamment pour la lisibilité, d'améliorer des contrastes, fine-tuner, on va dire, des tailles de typos, ce genre de choses. Et donc, grâce à la granularité qu'on a créée grâce au token dans la décomposition des styles de notre projet, et ben forcément, il est très facile d'aller impacter uniquement ce qu'on veut changer parce qu'on utilise, comme vous avez vu, des alias. En gros, on n'utilise pas des styles trop génériques. On vient leur donner un nom qui reflète leur usage réel dans l'interface, ce qui permet même très tard de venir impacter tous nos écrans d'un coup sur la taille du texte utilisé exactement dans tel cas particulier dans le projet. Donc, ce qui nous donne une vraie flexibilité jusqu'à assez tard pour affiner le tir et faire quelque chose qui est le niveau de rendu recherché sans avoir sans tout casser, sans avoir à tout reprendre manuellement. On a eu, juste rapidement là-dessus, tant pis pour la démo, mais on a eu l'exemple il y a pas longtemps sur un projet où, on avait une 50aine d'écrans grosso modo et on s'est rendu compte assez tard en fait que la type scale qu'on avait choisie était trop petite. Donc parce qu'on avait choisi une base size de 13 pixels qui était trop petite, qu'il fallait qu'on monte grosso modo nos types de 13 à 14. Ça, c'était pour les fontes et on s'est rendu compte également que nos borders et notre élévation numéro 1, donc notre background 0,1 était trop clair, n'était pas assez visible et qu'il fallait qu'on augmente les contrastes. Donc ça à faire quand on est sur des scales 100 à 900 et que votre couleur de border, elle est utilisée pour vos borders, mais pour aussi vos textes secondary, c'est impossible. Vous pouvez pas et il faut du coup repasser sur tous vos écrans. Alors que là, avec cette granularité-là, vous mettez à jour vos 3 variables dans votre Figma Tokens et c'est plié. D'autant plus que du coup, à faire passer aux développeurs qui ont défini leurs variables CSS comme vous avez défini vos variables Figma, et ben en fait, ça prend une issue GitHub qui va leur prendre, eux, 5 minutes à régler. Et on a vu le cas clairement puisque c'est ce qui s'est passé. Ça a pris 2 heures pour fine-tuner l'intégralité de nos écrans sur Figma et en front, tout simplement. Voilà, fin de l'aparté. Donc, rapidement sur les takeaways, les learnings de notre utilisation de tout ça jusque-là. J'anticipe d'ailleurs une question que j'ai vue dans le FigJam sur ce que disait tout à l'heure Benjamin, qui est une formulation qui n'est pas exactement ce qu'on voulait dire sur le fait qu'on s'éloignait au maximum de Figma. C'est pas tout à fait ça qu'on voulait dire, c'est que quand on va être agnostique, ça veut dire que Figma ne peut pas constituer l'unique source de vérité sur les décisions de design qui sont prises dans une organisation en général. C'est-à-dire qu'il faut être libre de la façon dont Figma, qui est un logiciel de création, mais qui a des partis pris, il faut être libre de cette organisation-là pour définir la nomenclature, les alias, le niveau de granularité qu'on veut donner dans ces styles. Et tout ça ne devrait pas, in fine, être hébergé dans un logiciel en particulier, mais plutôt dans une source qui est, encore une fois, agnostique et qui permet à Figma, mais qui permet aussi demain au code, enfin aux développeurs, de venir piocher là-dedans les tokens, les décisions de design qui ont été formalisées d'une certaine manière et les absorber dans un format traduit, un formalisme qui leur convient à eux. Donc, vous comprendrez peut-être dans les next steps par rapport à notre vision de la chose. Donc, les design tokens, vous avez vu, ça paraît probablement complexe dans la manipulation, mais c'est lié à Figma Tokens, le plugin, et c'est finalement assez simple à prendre en main quand on met les mains dedans, c'est ce qu'on a constaté. La puissance des tokens, c'est vraiment cette capacité à exploser un style de texte, par exemple, en une multitude de petites décisions de design. Et le token est finalement une somme de petites décisions de design, ce que ne permet pas de faire Figma aujourd'hui, par exemple. Figma ne permet pas d'additionner des styles pour en créer un nouveau. Et donc ça, vous voyez la flexibilité que ça peut donner dans un usage concret comme celui qu'on vient de vous montrer. Donc pour l'instant, on estime que c'est la meilleure solution pour nous, Figma Tokens, le plugin associé à notre Starter Kit, mais on espère que
ce ne soit pas la solution ultime. Par ailleurs, mettre un outil en place comme le Starter Kit, c'est bien. Ce qu'on constate par contre, pour qu'il soit adopté et utilisé correctement, notre challenge numéro 1, c'est l'acculturation et la pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut y inclure de l'explication du tutoriel en contexte, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous utilisez la color scale, à côté, vous avez non seulement l'explication du kit, mais comment fondamentalement fonctionne une color scale, comment est-ce que nous, on la setup, etc. Donc beaucoup de pédagogie intégrée à l'UIKit. Il faut aussi prévoir, même auprès d'une population de designers aguerris, comme chez nous, un support actif, c'est-à-dire que ce soit sur Slack, que ce soit au travers de meetings, on a un design meeting hebdomadaire, c'est important que dans le cadre de ces réunions où il y a toute l'assemblée, on communique régulièrement sur les nouveautés du kit, qu'est-ce qu'il permet de faire, dans quel contexte il a été particulièrement utile ou pas, parce qu'il y a des fois où ça a été aussi des pain points. Donc, l'acculturation est clé pour que des méthodes Ops comme celle-ci soient successful dans une organisation. Et enfin, donc c'est lié au point que je viens d'évoquer, c'est pour nous, le Starter Kit, c'est un produit en tant que tel. C'est pas juste un side project qu'on fait sur du temps d'interprojet. Il y a un réel investissement en temps homme qui a été fait sur cet outil, parce qu'il améliore notre efficience business. On ne le fait pas pour le plaisir. On pense que jusqu'à maintenant, c'est vraiment à la à la sacrée louche, mais ça représente peut-être 40 000 € de temps homme qui a déjà été investi sur le sujet, donc c'est pas rien. On doit sans arrêt évidemment le mettre à jour en fonction des nouvelles capacités de Figma, des fonctionnalités avancées, parce que c'est aussi une vitrine marketing pour nous, bien évidemment. Et donc, on a une roadmap, des releases régulières et une core team qui est composée de designers et de développeurs, front-end essentiellement, qui contribuent régulièrement toutes les semaines sur la mise à jour de ce kit, déjà pour nous, puis après on fait des releases plus ponctuellement sur la community, quand on pense qu'il y a une nouvelle version qui vaut le coup. Un des pain points qu'on rencontre liés à notre démarche open source, le fait de le mettre en libre service, c'est que via la Figma Community, en tout cas, c'est très dur d'obtenir du feedback sur l'usage qui en est fait derrière. On sait qu'on a 3000 duplicates aujourd'hui, 2400 sur cette version, plus environ 7 ou 800 sur la toute première qu'on a sortie et qu'on a killée depuis. Vous voyez l'unique commentaire qui est sympa, qui est gentil, sur la fiche community, mais qui ne nous apprend pas grand-chose sur ce qu'on pourrait améliorer, notamment. Donc, voilà, pour l'instant, un pain point qu'on a. On a beaucoup de feedback interne, donc ce qui est quand même une certaine légitimité vis-à-vis de ce document. Mais on ne sait pas ce que les gens qui le téléchargent ou le dupliquent en font ensuite. Et très rapidement, pour passer, avant les questions, pour passer sur l'avenir de toute cette histoire, donc Figma a teasé il n'y a pas longtemps, un support natif dans les tokens, des tokens pardon, dans leur soft. Donc évidemment, si ou quand ça sortira, on mettra à jour le starter kit sur la V3.5 ou 4, que sais-je. Mais malheureusement, ce ne sera toujours pas la source unique de vérité dont on a besoin. On garde un œil sur les solutions annexes. Figma Tokens, le plugin qui a le Starter Kit, a récemment rebrandé en Token Studio, avec notamment un support pour Sketch et Adobe XD. Donc potentiellement, ils sont plus avancés que Figma sur cette histoire de token. En tout cas, on est quasiment persuadé et convaincu que les tokens sont l'avenir entre guillemets du design at scale. Et donc, on garde un œil à l'extérieur. Par ailleurs, notre vision, notre vision finale en fait pour le Starter Kit, c'est pas un fichier Figma, évidemment, c'est pas agnostique, donc c'est pas bien. C'est une web app. L'idée, c'est de pouvoir définir ses fondations in situ dans un browser, avec donc la possibilité de hover sur des choses, de cliquer sur des composants, de vraiment voir en fonction notamment des différentes tailles d'écran, en desktop, en mobile, etc. Et pour ça, du coup, on avait poké une petite web app qui permettait justement de définir ces fondations in situ et de host toutes les décisions de design au même endroit, et donc de les exporter ensuite par la suite aux designers, aux développeurs, au marketing, et donc à toute l'équipe au final, cette source de vérité qui est tout en haut et qui répand ensuite toutes les décisions design dans toute l'organisation,
quelle qu'elle soit et quelle que soit sa taille. Voilà, donc là, vous aviez les couleurs et ici, l'idée de setup des typescales directement dans le browser. Je crois que ça conclut cette conversation. Si jamais vous voulez donner, un go au starter kit, je crois que le lien est sur le FigJam. N'hésitez pas à le tester, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez besoin d'aide, à nous pinguer. Vous devriez avoir toutes les informations, il me semble, dans le FigJam et merci pour votre écoute. Merci beaucoup Benjamin, merci Olivier, c'était très, 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 très intéressant. Alors, on a quelques questions. Je vais commencer par une question qui dit: quel point positif avez-vous pu remarquer précisément dans votre relation, organisation de travail entre les designers et les développeurs via ce starter kit? Donc, l'objectif initial, c'est standardiser le livrable final, hein. C'est donner une référence claire, un guide, un playbook presque pour nos designers, notamment les designers les plus juniors, qui n'étaient pas toujours en mesure de produire un livrable et un UI kit au niveau d'attente des développeurs en face. Donc, ça partait beaucoup de plaintes finalement des développeurs à juste titre. Donc, le gain qu'on a, qui est vraiment notoire depuis l'utilisation de ce kit systématiquement sur nos projets, c'est que les développeurs savent exactement à quoi s'attendre en termes de formalisme. Et puis, ça a réinsufflé peut-être des fondamentaux de comment est-ce qu'on construit une color scale, une type scale, etc. C'est un peu les fondamentaux de construire une UI qui ont été réinsufflés au travers de la documentation. Donc, un gain en knowledge et un gain en formalisme, en standardisation de nos livrables finaux, donc en qualité. Si je peux compléter la réponse d'Olivier, Hugo, notamment au niveau de la recette, le fait d'avoir des fondations qui sont identiques entre designers et développeurs simplifie énormément la recette des kits UI en front, enfin des front-end kits du coup, puisque on a une correspondance 1-1 qui simplifie largement tout ce travail-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai une deuxième question. Comment est-ce que les autres designers de la team ont accepté d'utiliser ce starter kit et comment leur avez-vous vendu? Ça, c'est une vraie question. Les autres teams, je pars sur le principe, les autres designers du source, ouais. Oui, donc on évoquait ce point spontanément juste avant. L'adoption n'est pas naturelle. Même quand on a le sentiment d'apporter un outil qui est extrêmement efficient et qui va apporter que des bénéfices, c'est absolument pas naturel parce que tout le monde a sa façon de faire. Tout le monde pense avoir optimisé son propre workflow. Et donc, dans tout type d'organisation, même nous qui ne sommes pas très nombreux, d'insuffler une nouvelle méthode de travail qui change assez fondamentalement quelques paradigmes, on va dire, d'un UX designer et un UI designer, c'est pas évident. Donc, il faut encore une fois beaucoup de support, beaucoup de pédagogie et surtout embarquer le plus tôt possible les gens, les utilisateurs finaux. Hein. C'est une démarche UX, mais pour optimiser nos propres outils. Embarquer la team le plus tôt possible dans le pourquoi on fait ça et surtout d'ouvrir la boîte à suggestions pour c'est pas qu'ils aient l'impression, c'est qu'ils contribuent de manière réelle à la construction de l'outil qu'ils vont devoir utiliser ensuite systématiquement. Donc beaucoup de communication proactive de notre part ou de la core team et beaucoup d'écoute et des mises à jour régulières suite à des gens qui l'ont utilisé sur des projets réellement et qui ont constaté des problèmes, etc. Donc d'où la gestion des couleurs, par exemple. On a shifté, hein, on n'a pas dès le début eu ce langage-là dans le Wikit. Donc c'est vraiment le fruit déjà de multiples itérations rencontrées sur de multiples projets dans notre business d'agence qui a permis de synthétiser un peu une approche qui nous semble être la bonne pour l'instant. Okay, très clair. Est-ce que vous avez déjà utilisé le starter kit sur des projets avec des devs externes à source? Comment ont-ils réagi? Oui, on n'a pas toujours le développement du projet n'est pas toujours fait chez Source. Donc, on met ça en avant d'ailleurs très tôt même dans nos propositions commerciales en disant que quand on travaille avec des équipes soit d'un autre prestataire, soit interne chez le client, ils peuvent déjà très tôt s'attendre à un certain formalisme de notre part sur nos livrables UI.
Ils peuvent télécharger s'ils veulent, enfin dupliquer le starter kit sur la community s'ils veulent voir à quoi il ressemble. Mais bon, bref, très tôt, on met en avant le fait qu'ils auront quelque chose de très structuré. Et en général, c'est plutôt bien perçu, même si on peut faire des ajustements ensuite sur mesure dans, par exemple, la nomenclature des alias, des composants. Tout ça, ensuite, c'est de l'adaptation. C'est pour ça qu'encore une fois, on propose un dénominateur commun, une synthèse qui nous semble générique, mais c'est une base pour derrière faire du sur-mesure. Donc voilà. Donc les développeurs sont généralement ravis de voir qu'on va leur fournir des maquettes complètes et un kit bien pensé à côté. Des spécifications finalement. En général, ils s'en servent, Olivier. Enfin, est-ce que tu as des cas dans lesquels ils s'en sont pas servis finalement en se disant ok, c'est ok, mais on va refaire un truc. From scratch, quoi. Alors, j'ai pas ce qui se passe là, assez souvent, c'est qu'une fois qu'on fait la passation, on ne sait pas trop ce qui en est fait derrière, si c'est pas nous qui gérons l'intégration, ou alors on se reparle quelques mois plus tard et on voit si on est capable d'itérer exactement sur notre kit de départ ou s'il a été twisté et qu'il faut repartir sur une base avant de pouvoir contribuer à nouveau sur le projet. C'est peut-être, si c'est pas le cas, s'il est mal utilisé ou pas utilisé, c'est parce qu'on a mal fait notre boulot d'adapter le formalisme de notre document aux attentes des développeurs de l'autre côté. Donc c'est cet accompagnement au changement ou cette acculturation qui n'a pas été faite correctement. Mais notamment pour parler de, je crois que Maxime devait partir, mais chez BNP Paribas, puisqu'on est en train d'implémenter ces logiques at scale chez BNP, la nomenclature d'un alias de token est un débat qui n'est pas négligeable. C'est long pour trouver la bonne manière d'appeler des styles et de trouver quelque chose, un langage commun qui ait du sens pour tout le monde, pour développeurs et designers. Donc c'est vraiment créer d'abord un lexique finalement, une façon d'appréhender les styles. Et ça, une fois que ça a été adopté par tout le monde, généralement le reste est plus fluide. Mais voilà, on est toujours dans des logiques d'accompagnement au changement et de ne pas brusquer les gens dans leur façon de faire. Ok, alors j'ai une autre question. Facile d'appliquer ce fonctionnement à plusieurs fichiers à la fois. Alors, j'ai pas trop compris la question, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'était plutôt facile d'appliquer ce fonctionnement à plusieurs fichiers à la fois. C'est un peu vague comme Oui. question. C'est une librairie, en tout cas. C'est une Ouais, librairie qui est... Grosso modo, ça fonctionne comme une librairie Figma, comme un UI-Kit normal marcherait. C'est juste qu'il est un peu surchargé avec des tokens et qu'il a une philosophie particulière. Mais dans l'utilisation de la librairie derrière dans des écrans, c'est exactement la même chose qu'une librairie classique. Donc vous allez pouvoir la publier sur Figma, la réimporter dans des fichiers annexes et tout simplement la mettre à jour, push les updates et pull les updates. Et voilà, c'est une librairie normale, classique, et ça change rien. C'est juste la manière de l'initialiser qui est un petit peu différente, qui est un petit peu plus labyrinthique, mais plus powerful quand on sait s'en servir, quoi. C'est un petit peu l'idée. Il y a une question qui est vraiment importante, moi j'ai posé moi aussi, c'est comment organiser tout cela quand on a plusieurs devices, donc plusieurs tailles de font selon le device. Notamment, je pense qu'en fait, ils font référence à tout ce qui est TV, écran gaming, etc. Je vais la prendre. Les tokens tels qu'ils sont setup aujourd'hui sont complètement scalables. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, dupliquer un groupe de tokens, typiquement dupliquer le groupe par défaut que nous on a, qui est typographie. Vous pouvez le dupliquer et avoir typographie/desktop, typographie/mobile. Vous pouvez avoir un thème dark, un thème light, un thème couleur pastel, un thème couleur vive, un thème, etc., etc. On enchaîne. Vous pouvez avoir aussi un thème mobile, un thème desktop, dans lequel sont définis les tokens de fonte et de couleur, ou seulement les tokens de fonte, etc., etc. En fait, vous allez pouvoir adapter la structure de vos tokens à la structure de votre projet. Chez Source, on a rarement des projets qui font à la fois dark et light mode. On a rarement des projets qui font à la fois desktop et mobile. Olivier va peut-être me corriger là-dessus, mais ça arrive, mais en général, on est plutôt focus sur une taille d'écran qu'on décline beaucoup et on fait des petites déclinaisons sur d'autres tailles d'écran. Bon, je vais m'arrêter d'en parler parce que c'est pas toujours le cas. Mais en fait,
adapter les tokens au format de votre projet n'est pas compliqué. Il suffit de les dupliquer et de re-rentrer les valeurs. Voilà, tout simplement. Oui, on commence par designer sur le device qui a priori sera le plus utilisé dans le cadre du business pour qui on travaille. Est-ce que c'est mobile first ou pas? C'est pas toujours mobile first en fonction du trafic. Et peut-être qu'une fois qu'on a défini tous les styles, tous les tokens pour le desktop, le mobile va en exploiter qu'une partie. On va peut-être avoir moins de variété de taille de typos, notamment sur mobile que sur desktop, par exemple. Donc l'idée, c'est, comme a dit Benjamin, c'est qu'on ne copie, on ne crée une variante au niveau de son thème qu'avec les tokens qui seront nécessaires sur l'autre device, par exemple. Et tout le reste va toujours piocher dans les mêmes tokens, les tokens communs, et on crée des disparités seulement pour les styles dont on a besoin spécifiquement sur un device en particulier. Il y a une autre question, c'était combien de temps avez-vous mis pour switcher sur ce starter kit? Quelle était votre méthode avant? Avant, il y avait quelques bons exemples qu'on essayait de reproduire, mais encore une fois, sans grande capacité à contrôler selon qui était staffé sur le projet. Ça dépend beaucoup de ça, puisqu'on a un business qui dépend beaucoup des gens, à un moment donné, qui sont des designers qui sont staffés sur le sujet. Donc, certains projets avaient au final des UI kits qui étaient très bien fichus, mais ils avaient pris le temps. Parfois, ils avaient fait un peu de zèle pour le faire correctement. Sur d'autres projets, on n'avait pas le temps, donc on n'avait pas d'UI kit bien formalisé. Bref, avant, c'était un peu chaotique. Et pour le temps que ça a mis à changer, à vrai dire, c'est toujours pas complètement le cas. C'est toujours un process en cours et on continue d'optimiser le kit tous les jours. Évidemment, les premières personnes à l'avoir utilisé en contexte réel, c'est Benjamin, c'est les contributeurs initiaux qui sont toujours les owners de ce produit chez Source, qui l'ont mis en œuvre sur des projets de tailles différentes et qui ont pu faire un retour au reste de la team en disant, regardez le temps qu'on a gagné à faire ça, donc adoptez-le. Et le jour où vous commencez un nouveau projet et que du coup vous devrez l'utiliser, on est là pour vous aider à le setup pendant 2 heures s'il faut, pour que ça devienne quelque chose d'automatique chez vous. Donc c'est toujours un process en cours. Dès qu'il y a un nouveau projet qui démarre chez nous, si la personne staffée n'est pas à l'aise avec le kit totalement, il a du support disponible de la part de Benjamin ou quelqu'un d'autre chez nous qui le maîtrise déjà. On a créé une team qu'on appelle des ambassadeurs, qui est un peu pompeux, mais c'est l'idée, quoi. C'est des gens qui maîtrisent le sujet et qui sont là pour aider les autres. Très bien. Je vois qu'il est 13h. Alors, une dernière question. Quels critères de maturité design dev PO pour définir si un client avec de très nombreuses équipes est prêt à démarrer à utiliser les design tokens? Comment bien démarrer la transition? Donc, alors, je pense que là où on peut faire effectivement une grosse disparité de cas d'usage. Il y a le cas où le client peut vouloir un design system, où là, il faut qu'on le prenne la main, c'est ce qu'on fait avec BNP, encore une fois, pour organiser, c'est pas qu'un UI kit, là on est bien au-delà d'un UI kit, c'est comment est-ce qu'on organise avec les développeurs, avec les designers en place, leur niveau de maturité, ce qu'ils ont déjà créé, etc., un langage commun qui ait du sens, qui se traduise d'abord par une documentation, d'où la source unique de vérité qui ne peut pas être Figma. C'est une documentation complètement agnostique qui définit le design language system de l'entité. Donc ça, c'est vraiment parce que le client le souhaite. On ne peut pas l'imposer au client, on ne va pas lui créer son design system s'il n'a rien demandé. Donc dans le cas où les clients ne l'ont pas demandé ou ça ne fait pas du tout partie du scope du projet, nous, on utilise des tokens chez Source parce que c'est notre façon de faire. C'est une manière efficiente d'organiser nos styles et notre UI-Kit, mais à la fin, quand on livre l'UI-Kit au client, lui, il s'en fiche pas mal de savoir qu'on a utilisé des tokens pour le faire. Donc c'est vraiment deux approches différentes. On a bien l'efficience de notre workflow qui repose sur des tokens, mais c'est notre popote. Et le cas où le client veut un design language system, et là c'est du sur-mesure et c'est pas du tout uniquement le kit dont il est question. Très très clair. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Une dernière question, est-ce que vous utilisez plutôt le design token en version gratuite ou la version payante? On utilise la version gratuite. La version payante permet notamment de faire des sommes de tokens. Donc typiquement de créer des tokens qui définissent à la fois la surface, le background, la border, le radius, et la typo d'un ensemble de calques. Ce qui nous sert pas
à grand-chose à l'heure actuelle. Disons que leur business model n'est pas hyper clair, donc on ne s'est pas trop posé la question. On a installé la version free qui a très bien fonctionné pour nous. Donc voilà, ça suffit Et- pour l'instant. Et peut-être c'est important de préciser aussi que le kit peut fonctionner sans utiliser le plugin Figma Token. C'est une surcharge qui peut permettre de gagner en efficience, mais vous pouvez utiliser le kit d'une manière... Classique, ouais. Voilà. Ouais. Ce sera plus long, c'est tout. Eh ben, écoutez, il est 13h03. On a fait le tour de toutes les questions. Merci beaucoup. Merci Olivier. Merci Benjamin. C'était Merci à très, tous. très intéressant. Vous pouvez trouver le replay d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube et sur notre page Friends and Figma. Merci beaucoup. C'était notre dernier event en 2022. Je vous laisse le mot de la fin, Olivier, Benjamin, si vous voulez dire quelque chose. Merci Hugo et PA pour l'invitation. Évidemment, on est flatté de pouvoir faire ce retour d'expérience humblement parce qu'on est toujours nous-mêmes en train d'améliorer nos process. On espère fondamentalement que cette démarche qui est censée être générique et faire gagner du temps à tout le monde vous sera bénéfique. Surtout, vous pourrez nous faire des retours constructifs pour continuer à améliorer cet outil. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à télécharger ou en fait le starter kit sur Community et surtout mettre des commentaires ou plutôt à faire des retours là-dessus pour qu'on arrive à l'améliorer. C'est en fait, on a mis le hello@source.paris. Je vais le mettre aussi sur le FigJam. N'hésite pas à tester, à jouer avec et surtout à nous donner des commentaires. Écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite Merci des beaucoup, bonnes c'était top. Merci à tous. fêtes et à très bientôt, j'espère. Salut! Au revoir.